Bonjour et bienvenue dans Smart Tech. C'est parti pour de nouvelles découvertes et questions sur le numérique. Alors cette semaine a été marquée par l'actualité du mobile, les annonces Apple évidemment. Que penser des nouveaux iPhones et comment expliquer la valorisation d'Apple à 2100 milliards de dollars? Débrief et décryptage avec mes invités dans quelques instants. Et puis je recevrai le délégué général de la Fondation Internet Nouvelle Génération. Il est à la tête d'un programme qui veut nous faire passer du numérique subi au numérique choisi. Je l'interrogerai sur sa méthode et les modèles aussi pour construire le futur. Ce sera la grande interview de Jacques-François Marchandise. Enfin, en conclusion de cette édition, Cécilia Sévry me rejoindra pour sa chronique Dans l'espace, dédiée aujourd'hui à l'étoile du Nord et ses mystères. Mais d'abord, bonjour messieurs, je vais vous présenter tout de suite mes invités. Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr et chroniqueur de l'actu mobile dans Smart Tech. On y vient dans quelques instants. Romain Heuillard, journaliste et consultant indépendant en nouvelles technologies. Hugo Sayas, fondateur de Coverd, une start-up française spécialisée dans l'assurance de smartphones neufs et d'occasion. Alors, je commence donc avec vous, Jérôme, et cette question, pourquoi Apple est valorisé 2100 milliards de dollars ? Alors, bonjour Delphine, je ne sais pas si vous faites partie des investisseurs avisés qui ont acheté des actions Apple au moment de la sortie de l'iPhone en 2007-2008. Mais ce placement a été un des plus pertinents des dernières années, avec un cours de bourse qui est passé de 5 dollars à l'époque à plus de 125 dollars là, au cours du mois d'octobre, soit une mise multipliée par 25 en à peu près 12 ans. Aujourd'hui, effectivement, Apple, c'est la première capitalisation boursière mondiale. Elle pèse plus de 2100 milliards de dollars. Alors, pour se rendre compte, c'est à peu près 10 fois la valeur de LVMH, le champion français du CAC 40, qui pèse plus de 200 milliards d'euros, ou c'est même 30 fois la valeur du groupe Volkswagen, numéro 1 mondial de l'automobile, dont la valorisation atteint les 70 milliards d'euros. On est dans un ordre de grandeur comparable au PIB de l'Italie ou de l'Inde, c'est colossal. Et comment Apple en est arrivé là ? Alors, jusqu'à présent, dans le capitalisme, il y avait deux types d'entreprises. Il y avait soit les entreprises qui faisaient de faibles marges, mais de très gros volumes. Je prenais effectivement l'exemple de Volkswagen, qui vend à peu près 10 millions de voitures chaque année. Et le niveau de marge sur un véhicule se situe entre 3 et 4%. Ce qui fait qu'ils vont gagner quelques centaines d'euros quand ils vendent une voiture de bénéfices. À l'inverse, on avait des grands groupes de luxe. J'évoquais aussi l'exemple de LVMH, qui fait de très fortes marges, mais des petits volumes. Et sur un accessoire vendu 1000 euros, ils vont faire plus de 60% de marge et également, ils vont gagner quelques centaines d'euros. Apple, c'est probablement la seule entreprise au monde à la fois faire de très très gros volumes. On parle de 200 millions d'iPhones vendus chaque année. C'est à peu près 20 fois les volumes du groupe Volkswagen, mais également un niveau de marge colossal évalué à plus de 50%. Vous dites 50% de marge sur l'iPhone ? Oui, c'est une étude qui avait été faite l'année dernière par la banque UBS lors de la sortie de l'iPhone 11 et ils avaient calculé à peu près les coûts qui incluaient la fabrication avec les composants, mais également l'assemblage ou l'emballage. Et pour un iPhone 11 vendu à peu près 700 dollars hors taxe, on arrivait à un coût de 378 dollars, soit une marge de l'ordre de 46%. Sur un modèle un peu plus haut de gamme comme le 11 Pro Max, on était sur un coût de l'ordre de 497 dollars pour un prix de vente de 1100 dollars hors taxe. Et même sur le modèle le plus cher, l'iPhone Pro Max à 512 Go, on était jusqu'à 64% de marge parce qu'Apple surfacture la mémoire vive. Dit autrement, pour chaque smartphone vendu, Apple gagne à peu près autant que lorsque Volkswagen vend une voiture, sauf qu'Apple en vend 20 fois plus. Et en plus, Apple ne vend pas que des iPhones. Oui, c'est vrai. Alors, l'iPhone, c'est quand même 142 milliards de chiffre d'affaires. C'est à peu près 54% du chiffre d'affaires d'Apple. Et à cela, on peut rajouter les ventes de tablettes, à peu près 8% du chiffre d'affaires. Les wearables, comme l'Apple Watch ou les AirPods, on est à 9% du chiffre d'affaires. Les Mac, 10% du chiffre d'affaires. Et désormais, les services, c'est déjà 18% du chiffre d'affaires, avec des marges qui peuvent, dans certains cas, pour iCloud, sans doute dépasser les 70%. Aujourd'hui, Apple génère 260 milliards de chiffre d'affaires, avec un excédent brut d'exploitation de 80 milliards, un résultat de 55 milliards. Les États-Unis et l'Amérique, c'est leur premier marché, mais l'Europe est désormais leur deuxième marché, avec 60 milliards de dollars de revenus, devant la Chine ou devant le Japon. Et les analystes parient sur une croissance de ce chiffre d'affaires qui pourra atteindre 280 milliards cette année, peut-être 300 milliards cette année. Et dans ce contexte des taux très bas, on parie aussi sur une évolution sans doute de capitalisation boursière qui pourrait s'approcher peut-être prochainement des 3 000 milliards de dollars, ce qui la situerait au niveau du PIB français.
Impressionnant. Donc on comprend mieux pourquoi Apple fait l'actualité quand il sort un nouvel iPhone, hein, quand on entend ces chiffres. On va tout de suite passer d'ailleurs au débrief donc, des annonces de la semaine. Je rappelle rapidement, Apple a dévoilé mardi 4 nouveaux iPhones, également une enceinte connectée, HomePod mini. Pour vérifier si véritablement ça a été bien suivi en France, j'ai demandé à Smart Data Power de nous sortir une étude sur l'activité Twitter France ce soir-là. Alors Smart Data Power a recensé plus de 6000 tweets et 37 000 retweets sur la keynote mardi. Les stars, évidemment, c'était les nouveaux iPhones. Hein. Il y a eu 7% seulement de l'activité Twitter France autour du HomePod mini. Bon, voilà. Alors, plus étonnant, sur les 100 tweets les plus retweetés le soir de la keynote, il y en avait 2 seulement qui évoquaient la compatibilité 5G. Donc, visiblement, ce n'était pas l'argument de poids qu'on imaginait. Romain Heuillard, pourtant, c'était vraiment la nouveauté d'Apple mardi soir, de dire je sors mes premiers iPhone 5G. Ils ont martelé le mot 5G, il y a des montages assez amusants où ils ont mis les mots 5G à la suite et ça dure 1 minute de 5G, 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 5G. Mais je pense que moi, ça va pas accélérer, c'est pas ça qui va accélérer les renouvellements pour les Français. De toute façon, je pense que quelqu'un qui achète... ça arrive en pleine polémique en France. Hein. Oui, on est plutôt en train de se dire, on n'en veut pas, à quoi ça sert. Mais je pense que le contre-argument anti-5G parce que ça pousserait les renouvellements, je pense que c'est un mauvais argument puisque je pense que quelqu'un qui achète un nouvel iPhone à sa sortie, il le fait de toute façon. Il l'a fait avec l'iPhone 11, il était 4G, il était la même technologie. Là, je pense que les gens ne vont pas acheter l'iPhone 12 pour la 5G, donc ça ne m'étonne pas beaucoup qu'il n'y ait pas eu beaucoup de tweets. C'est tout à fait vrai en France, on n'a pas de réseau 5G. Par contre, il y a des pays où la 5G est déjà largement déployée, notamment en Chine, où il y a 100 millions d'abonnés et où Apple a perdu beaucoup de terrain l'année dernière. Et je pense que la 5G est un argument très important pour ce marché-là. Oui, c'est ça, il adressait juste pas spécifiquement notre marché national. Mais en revanche, je pense qu'il fallait le faire, puisque c'est... quelqu'un qui achète aujourd'hui un iPhone 12 compatible 5G aura moins tendance à le renouveler, disons dans un an par exemple, parce que les réseaux 5G vont être lancés en France là en fin d'année, en début d'année 2021. Donc les gens qui vont acheter aujourd'hui un iPhone pourront le conserver. Et sur le marché de l'occasion aussi, il va pouvoir durer plus longtemps. Hugo Sayas, vous avez trouvé Apple innovant, vous, mardi soir ? Alors c'est vrai que l'équipement en 5G était à l'honneur, clairement, mais pas comme une innovation disruptive, mais plus finalement comme un besoin de rattraper le retard qu'ils avaient déjà sur d'autres constructeurs, puisque Samsung et Huawei et d'autres constructeurs avaient déjà sorti des appareils équipés en 5G bien plus tôt en 2020. Donc c'était plus une obligation pour eux, pour pouvoir rattraper le marché, que de s'équiper sur ces 4 appareils. Et au passage, on a entendu des polémiques jusqu'à très récemment dans des leaks d'Apple qui expliquaient qu'ils n'étaient pas sûrs d'être capables d'équiper leurs 4 appareils en 5G, oui. Sur la sortie du téléphone. Alors, et d'ailleurs, il y a une petite subtilité sur les antennes millimétriques, Romain Heuillard. C'est ça. C'est seulement les iPhones vendus aux États-Unis qui auront bien la 5G millimétrique, donc qui peut aller beaucoup plus vite, mais sur des très petites zones. Je ne pense pas que ce soit un sujet en France, puisqu'on ne sait même pas quand est-ce que ces fréquences-là seront attribuées, c'est de nouvelles fréquences. Donc là, pour le coup... donc c'est pas pénalisant ? Non, ça posera un problème que dans 3, 4, 5 ans, donc pas trop gênant. D'ici là, sans doute qu'ils auront annoncé de nouveaux iPhones. Ce sont ces ondes millimétriques qui suscitent pas mal de polémiques, notamment en matière de santé. Mais en tout cas, oui, la 5G, c'est quand même une très bonne chose. On rappelle qu'à la sortie du premier iPhone, il n'était pas non plus compatible 3G. On lui avait déjà reproché, et pourtant, ça n'a pas empêché ce produit d'être un succès. Et Apple est rarement le premier sur des technologies cellulaires. Sur la 4G aussi, c'était un petit peu fait attendre. Donc, ce n'est pas vraiment un problème de ne pas être le premier pour Apple. Par contre, quand ils arrivent, le marché est mûr. Et je suis à peu près persuadé que c'est l'iPhone qui va véritablement déclencher l'engouement pour la 5G. Bon, je vous posais la question de l'innovation. C'est pas quand même que le réseau mobile. Il y a d'autres choses qui vous ont attiré dans ces nouveaux iPhones. Ces bordures plates, son lidar par exemple aussi. On parlait du design, capteur mais lidar, le qui design, permet de modéliser en 3D l'environnement. Le design plaira aux early adopteurs d'Apple qui vont acheter l'appareil dès aujourd'hui, précommande disponible dès aujourd'hui sur le site Apple. Maintenant, quand on rentre dans les dates de sortie, il va falloir attendre un peu. Exactement. On a l'iPhone 12, iPhone 12 Pro, c'est 23 octobre en précommande. Et 12 mini, 12 Pro, c'est uniquement le 6 novembre. Mais si vous comment voulez vous expliquez ces choix-là sur les dates de sortie ? Alors moi, l'explication que j'y vois, elle est surtout liée au Covid et à des problèmes qu'ils ont eu en production cette année, puisque les usines en Chine qui travaillent pour Apple ont dû fermer 2 à 4 semaines cette année, et du coup, toute la ligne de production d'Apple s'est arrêtée. Alors moi, je vois une explication qui peut être challengée, mais qui est qu'ils ont dû faire des choix.
en termes de production. Et ils ont dû choisir les appareils qui sortaient le plus rapidement possible pour rattraper le retard. Il ne faut pas oublier que... Donc les gens vont plutôt se ruer sur le 12, a priori. Exactement. Donc il faut bien se rappeler que l'iPhone 11 était le plus gros succès d'Apple cette année et l'année d'avant le XR. Il s'est vendu au premier semestre 2020 37 millions d'iPhone 11 pour seulement 7 millions d'iPhone 11 Pro. Voilà. Donc l'enjeu, il est avant tout sur l'iPhone 11. On verra le relais que l'iPhone 11 mini pourra être sur un marché qui aujourd'hui n'est pas capté par Apple, qui est encore un poil en dessous en termes de prix. Mais ce qui est sûr... D'ailleurs, je parlais du capteur LiDAR, c'est uniquement pour le modèle Pro. Hein. Pour le 12 Pro. Tout à fait, ouais. 12 Pro et 12 Pro Max. C'est un argument technologique, ça, ce LiDAR? Pour moi, c'est... On ne voit pas tellement les usages de réalité augmentée pour l'instant dans le grand public. C'est plus un avantage sur la qualité photo, c'est ça? Oui, ça va surtout servir à la photo. Ça permet de faire une mise au point beaucoup plus efficacement, notamment quand il y a une exclusivité sur la photo pour les 12 Pro et 12 Pro Max, c'est de pouvoir faire la mise au point, de faire des portraits dans le noir, parce que ce capteur-là permet de voir en 3D en profondeur et donc d'appliquer le faux flou en photo, mais clairement c'est le petit truc en plus, justement pour différencier le 12 tout court du 12 Pro, des 12 Pro, puisque c'est à peu près, il y a très très peu de choses qui différencient les deux, donc d'ailleurs je pense que c'est une bonne raison pour laquelle le 12 va d'autant mieux se vendre cette année, c'est qu'il y a assez peu d'écart avec le 12 Pro. Le 12 Pro Max améliore encore un peu la photo un cran au-dessus, mais il est très grand, je pense que c'est assez clivant. Donc, Alors par rapport au marché, est-ce qu'Apple fait mieux que les autres sur la photo? Romain Huyard, je sais que vous êtes vraiment calé sur cette question. Ils font pas mieux, ils sont bien placés, quoi. Ils sont dans un top 20, disons, où tout le monde est dans un mouchoir de poche. D'accord. Apple ne fait pas la course au pixel, en fait, parce qu'effectivement, il y a certaines marques, je crois que Huawei ou Oppo annoncent des appareils photo avec 40-45 mégapixels, 108. je crois, pour certains modèles, 108 pour certains. Voilà, donc il y a vraiment une course aux mégapixels. Et l'approche d'Apple, c'est pas de surenchérir sur ce terrain-là. Par contre, effectivement, ils utilisent énormément des technologies comme le LiDAR. Le LiDAR, on rappelle ce que c'est. On connaissait les radars qui fonctionnaient avec les ondes radio, et le LiDAR, il utilise la lumière. En fait, il utilise la capacité de réflexion de la lumière, effectivement, pour voir dans le noir, pour modéliser les visages, modéliser les formes. Et moi, j'attends énormément de fonctionnalités grâce à ce LiDAR en matière de réalité augmentée. Pour l'instant, c'est que le début, on est d'accord, mais il y aura sans doute dans les prochaines années de très belles applications à utiliser exploitant cette technologie-là. Donc, ça sera un game changer sur ce marché-là, d'avoir ce type de technologie. Ils l'ont déjà montré aussi avec Face ID, qui utilise aussi cette fonctionnalité de reconnaissance des visages. Donc c'est un point important. On parlait du design aussi. Moi, j'avais adoré l'iPhone 4 et l'iPhone 5, qui avaient des designs iconiques, comme on dit souvent, et on reprend ce design avec ces bords plats. Et je pense que l'iPhone 12, aujourd'hui, est clairement un modèle qui va rester, comme l'a été l'iPhone X, pour plusieurs années. On en a au moins pour 3 ans de ce form factor. Jérôme est totalement convaincu. Puisque vous êtes un spécialiste de la récupération des smartphones, est-ce qu'on a une bonne surprise, justement, a priori, avec le Pro aussi, je crois, uniquement, hein. On a un verre 4 fois plus résistant que ce qui était proposé précédemment. Ça reste à prouver. Ouais. Comme tous les ans, on a des annonces sur la résistance des téléphones. L'année dernière, déjà, pour le 11 Pro, 11 Pro Max, on avait le mot ultra résistant qui ressortait sur toute la keynote. Chez Cover, on teste la résistance de tous les téléphones dès leur sortie. D'ailleurs, on l'achète aujourd'hui pour le recevoir la semaine prochaine et le tester en vidéo. Vous trouverez les vidéos sur Internet. Et vous testez la casse aussi ? Tout à fait. Okay. On teste oxydation, rayures, casse, et ça se casse très très bien. Voilà. Et d'ailleurs, la formulation... Vous avez beaucoup de retours d'iPhone cassés ? Beaucoup. Un iPhone sur 8 parmi nos abonnés iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max a déclaré un sinistre cette année, soit pour un écran cassé, soit pour une face arrière. Et finalement, cette face arrière améliorée a été un vecteur de casse énorme. Et cela n'est pas dû finalement à la résistance ou non du verre, mais finalement au châssis en métal de vos téléphones. Parce que la plupart du temps, votre téléphone ne tombe pas complètement face avant ou face arrière, mais tombe sur un coin. Et il faut savoir que comme votre châssis est en métal et qu'avec le temps, il va finir par se déformer en prenant des chocs, il applique une résistance. Il applique une résistance sur l'écran ou la face arrière qui va faire qu'avec le temps, votre téléphone va finir par casser. Et d'ailleurs, la formulation qui est utilisée par Apple dans leur keynote de mardi, c'est 4 fois, c'est pas 4 fois plus résistant, c'est 4 chocs avant casse. C'est 4 fois... moins de chance, voilà, vous avez 4 fois moins de chance dans le sens, et puis ils le disent à voix basse à la fin de la phrase, vous avez le droit à 4 drops, et après, on ne garantit plus le fait que ça tienne. Bon, on termine très rapidement sur les accessoires, Romain Huyard. Donc on a un nouveau type de chargeur,
Enfin, nouveau. Il n'y a plus de... Ouais. Oui, la nouveauté, c'est ça, c'est qu'il n'y a plus de chargeur, on s'y attendait. Pas si nouveau finalement. Ouais. Moi, je pense que on pourrait se demander si c'est du greenwashing. Je pense que la motivation d'Apple, la motivation première, c'est financière. Alors c'est enrobé, c'est le bon moment, voilà, ça passe bien, je pense aujourd'hui de le retirer sous l'argument de l'écologie. Même si donc tout le monde va en acheter, parce qu'un chargeur ça suffit pas en général. Moi c'est pas mon avis, je trouve justement que c'est bien parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont un heureux qui ont déjà des chargeurs USB-C. Enfin l'USB-C, c'est parce qu'on rappelle que sur le côté iPhone c'est Lightning, mais ils fournissent un câble qui est de l'autre côté USB-C, qui est vraiment le nouveau connecteur universel. Et donc, on va pouvoir charger son iPhone avec plein de chargeurs. Enfin, oui, alors il faut dire qu'en France, on aura un petit avantage, une petite exception. Il y a une loi qui impose de fournir les appareils avec un kit main libre. Ouais. Ça peut aussi être l'occasion de passer à la recharge sans fil. Il y a tout un tas de nouveaux accessoires chez Apple, chez Belkin. Et on n'a plus besoin en réalité d'avoir un câble pour recharger son téléphone. Donc, c'est peut-être aussi beaucoup de gens qui vont profiter de l'occasion pour s'équiper de ce type de chargeur compatible MagSafe, par exemple. Alors, on parle de MagSafe rapidement. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, pour les accessoiristes. Je suis d'accord avec ça, ouais, c'est la bonne surprise, c'est la chose qu'on n'attendait pas forcément sur cet iPhone. La 5G, c'était évident. MagSafe, c'est un peu le petit truc en plus. Et effectivement, je pense que ça va ouvrir un marché d'accessoires sur lequel Apple et d'autres vont beaucoup marger. Et il y a un gros potentiel, plein d'accessoires rigolos avec ça. Et c'est assez drôle de voir sortir cet accessoire intégré à un iPhone, puisque c'est un accessoire qui existe sur le marché déjà depuis quelques années, mais qui était vendu à part par des constructeurs non officiels. Vous mettiez la petite barre en métal à l'arrière avec un autocollant de votre téléphone pour pouvoir le plugger à un chargeur voiture ou chez vous sur votre table basse. Donc c'est un accessoire qui existe et qui est vendu déjà depuis quelques années. Et c'est assez drôle de voir Apple l'intégrer à un de ses appareils. Bon, on n'a pas eu le temps de parler de l'HomePod mini à 99 €, mais visiblement, ce n'était pas non plus une attente exceptionnelle du côté de tous ceux qui ont suivi ces annonces Apple. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile, Romain Huyard, journaliste et consultant indépendant en nouvelles technologies, et Hugo Sayas, fondateur de Coverd. C'est l'heure de la grande interview. On prend un cap vers le futur avec le capitaine de la Fondation Internet Nouvelle Génération. Bonjour Jacques-François Marchandise, vous êtes philosophe de formation, cofondateur et délégué général de la FING. Vous êtes épris des questions de maîtrise collective et d'appropriation, et c'est cette démarche que l'on retrouve, il me semble, dans le tout dernier programme d'action engagé par la FING qui s'appelle Reset et dont on peut avoir beaucoup d'éléments dans ce document. L'idée maîtresse de Reset, c'est de faire en sorte que l'on passe d'un numérique subi à un numérique choisi. Alors comment est-ce qu'on fait ça, Jacques-François Marchandise ? En fait, d'abord, il y a un diagnostic de départ qui consiste à dire le numérique tel qu'il nous a intéressés au fil des dernières décennies, c'est d'abord non pas l'informatisation, non pas les réseaux, mais des ordinateurs, des systèmes techniques qui sont davantage entre nos mains. C'était la micro-informatique, ça a été l'Internet, c'est le web, c'est aujourd'hui aussi le do-it-yourself, la fabrication numérique. Et il se trouve que le numérique a plutôt évolué dans l'autre sens, qu'on nous raconte de plus en plus une substitution numérique qui va remplacer nos emplois, des robots dont nous sommes les assistants, des systèmes qui sont tellement complexes qu'on ne peut plus les comprendre. Donc il y a un enjeu qui est de se dire, peut-être faisons un 180 degrés, au lieu de penser seulement l'impact du numérique sur la société, qui est une bonne question, pensons aussi les impacts de la société sur le numérique et commençons par poser la question, quel numérique voulons-nous ? Oui. Et est-ce que la société peut encore avoir un impact sur le numérique ? Alors c'est là qu'on tombe sur un constat qui est celui que j'appelle le fatalisme numérique, qui consiste à dire de toute façon tout est joué et en plus on n'y comprend pas grand-chose. Tout est joué parce que des très grands acteurs mondiaux sont devenus des pouvoirs absolument incroyables, ce qu'on appelle couramment les GAFAM ou les Big Tech, etc. Que donc on a l'impression d'être tout petit et que même les États n'y peuvent pas grand-chose. Et on les appelle des superpuissances d'ailleurs. Des superpuissances qui en plus ne contribuent pas
forcément à la répartition des richesses, on peut le dire, et donc on a l'impression que tout nous échappe. Or, le travail qu'on a commencé à faire avec ce programme Reset, depuis des réflexions qu'on conduit à la FING au cours de ces dernières 20 années, au fond, c'est de dire, mais à beaucoup d'endroits, il y a des leviers. Alors, d'un part, il y a des intentions à affirmer, il y a des leviers pour y parvenir. Du côté des intentions, par exemple, si on cherche un numérique plus frugal, c'est quelque chose qui va devenir souhaitable et nécessaire pour le monde de demain. Si on cherche des leviers, on va en trouver par exemple dans la formation initiale des gens du numérique, dans une inflexion des critères de l'achat public ou de l'achat des grandes entreprises, etc. Mais alors, cette question de la sobriété numérique qui est vraiment au cœur de la politique française en ce moment, en tout cas du côté du secrétariat d'État de Cédric O, il rime avec quoi, ce projet de sobriété? Il rime avec low-tech, avec moins de tech, avec moins d'usage? Alors, pas forcément avec moins, sûrement avec mieux. C'est-à-dire que, si je résume, pour atteindre des objectifs de sobriété, il suffirait d'avoir un numérique qui consomme comme il y a 5 ans. Ce qui, au fond, ne nous renvoie pas exactement à la Ça lampe, fait un peu en rétrograde, rétropédalage. Alors, pas forcément, parce que il se trouve que les chercheurs et les ingénieurs savent faire des gains de performance. Simplement, il ne suffit pas de jouer sur la performance technique. D'une part, il faut la construire plus largement. La plupart du temps, dans les entreprises du numérique, on ne leur demande pas de faire plus frugal, on leur demande de faire plus brillant, plus fonctionnel, plus etc. Et donc on a vraiment toujours aujourd'hui un discours de vente du numérique et d'évangélisation numérique qui va vers du toujours plus. Quel que soit l'avenir, ça sera toujours plus de numérique. Et comment est-ce qu'on fait pour que on arrive à du mieux qui soit à la fois du moins? Tout simplement parce que nous percutons le mur des ressources limitées de la planète, en matière d'énergie, de matière, etc. Et que nous n'avons pas le choix. C'est-à-dire que le numérique de demain doit être différent. Le numérique d'aujourd'hui est complètement inadapté. Et du coup, ça demande de la recherche, en fait. Ça demande aussi d'utiliser le savoir technologique pour travailler là-dessus. Quand aujourd'hui, je discute avec des doctorants qui font de la recherche techno, en informatique ou en réseau, ils me disent « Je fais comment quand je suis chercheur dans ces domaines-là et que j'ai lu le rapport du GIEC ?» Même si je l'ai effleuré. Je fais comment avec cette contradiction? Quand aujourd'hui on entend ce que nous racontent certains employeurs du numérique, ils nous disent, en fait, nous avons un problème, c'est que nos jeunes recrues, nos employables potentiels ou nos nouveaux employés arrivent avec des exigences, par exemple, sur le plan environnemental, si tu fais n'importe quoi avec la planète, je ne viens pas ou je ne reste pas, avec des exigences en termes de liberté, si tu fais n'importe quoi avec les données, n'espère pas me garder dans ton entreprise. Donc ça fait un autre levier qui va motiver les employeurs du numérique, notamment sur un sujet tout simple de marque employeur. C'est-à-dire que les endroits les plus attractifs pour une partie des talents dont le numérique a besoin vont être les endroits qui vont afficher des principes assez forts en la matière. La bonne nouvelle, c'est que s'ils le font aujourd'hui, les acteurs de l'innovation numérique et les entreprises du numérique sont en phase avec leur marché de demain. Parce que dans leur marché de demain, tout un ensemble de commanditaires vont exiger un numérique qui soit non seulement moins cher économiquement, mais aussi moins dispendieux pour la planète. Et ça ne veut pas dire moins d'acteurs de l'innovation ou moins de talents innovants. Au contraire, il faut qu'on trouve de nouvelles ressources sur ces sujets. Et oui, c'est des objectifs élevés. C'est-à-dire le fait d'inventer des systèmes plus économes, tout ça, ça passe par l'élégance du code, ça passe par une autre maîtrise du réseau. Tous les efforts qui ont été faits au fil des dernières années sur la compression des fichiers numériques vont plutôt dans ce sens-là aussi. Ça suppose aussi, par exemple, que quand on va faire des objets connectés, on va se préoccuper de leur cycle de vie. Ça suppose que quand on va imaginer des objets industriels avec du numérique dedans, on va veiller aux préoccupations d'obsolescence, quand on va se poser la question, par exemple, des réseaux qui sont nécessaires au système urbain, on va peut-être miser sur des réseaux un tout petit peu plus bas
qui permettent largement de faire des choses. Les LoRa et ainsi de suite permettent largement de faire l'essentiel, 95 ou 99% de l'Internet des objets. Avec les objets connectés. Voilà. Alors, il y a une autre préoccupation de la société en ce moment, c'est une crise sanitaire, un moment très difficile, où finalement on s'est aperçu à quel point le numérique était incontournable. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, parce que finalement ça montre une dépendance aussi. Oui, Comment alors, est-ce que vous percevez ce rôle du numérique pendant la crise ? à la FING, on avait programmé un programme, ce qu'on appelle chez nous une expédition, c'est un travail de prospective. Autant Reset est un programme à vocation d'impact, autant à côté de ça, la FING fait de la prospective des transformations numériques. Et notre sujet de prospective qu'on avait imaginé fin 2019 s'appelle Numérique to Risk. On est en train de le dérouler. Et comme nous n'avons pas de boule de cristal, on n'avait pas exactement prévu la pandémie Covid. Mais en revanche, on sait que les autres crises, allant de Lubrizol à Saint-Martin-de-Vésubie, etc., c'est le lot des années et des décennies qui viennent. Et la question de savoir comment se comporte le numérique en situation de crise, dans quelles conditions par exemple, un numérique très pointu techniquement, très avancé, nous rend des très grands services, et ça, on le voit tout le temps. Oui. Et dans quelles conditions, au contraire, il faut un numérique ultra bricolable. C'est une chose qui est assez importante. Donc, ça nous raconte quoi ? Ça nous raconte qu'aujourd'hui, nous avons des champs d'innovation passionnants si on arrive à partir d'une innovation sous contrainte, si on arrive à prendre en compte les contraintes comme la donne de départ et se demander comment ça se passe, par exemple, quand on veut imaginer le numérique à l'école dans des contextes où il n'y a pas les murs de l'école. Ce qui est la réalité, par parenthèse, de centaines de millions d'enfants sur la planète en ce moment, et quand il n'y a pas la bibliothèque, etc. Donc, comment est-ce qu'on arrive à avoir ce numérique-là, qui ne va pas forcément être dans la hype absolue et la super app branchée, etc., mais qui va, en revanche, être capable de fournir à des conditions robustes un service de qualité à des endroits où c'est extrêmement nécessaire. La bonne nouvelle pour l'innovation, c'est malheureusement que on n'a plus besoin d'inventer des besoins. Les problèmes à résoudre sont et vont être assez copieux si on prend cette perspective-là. Et voilà, en fait, c'est... Et alors, d'ailleurs, vous citez l'Afrique comme un modèle pour construire et penser le numérique de demain. Expliquez-nous pourquoi c'est si important ce continent à observer. Donc, c'est pas un modèle absolu, c'est-à-dire que pour le coup, nous avons sur le continent africain des réalités extrêmement différentes les unes des autres, et parfois, au fond, des modèles d'innovation très classiques et très semblables ou construits en analogie à ce qui se vit en Europe ou ailleurs, ou en Chine ou aux États-Unis. Mais il y a au fond tout un ensemble de modèles et d'initiatives inspirantes en Afrique depuis, au fond, les débuts du numérique, depuis les périodes où l'innovation numérique en Afrique voulait dire j'utilise un enjoliveur de voiture pour faire récepteur satellite parce que j'ai besoin de recevoir la météo par Internet pour mes cultures, ou on utilise le smartphone pour arbitrer entre les producteurs agricoles. Et en quoi ça constitue un modèle ou ça constitue un modèle parce que ça permet de partir de conditions dans lesquelles il y a par moment de l'énergie, par moment non. Il y a par moment des conditions techniques optimales, par moment pas du tout. Et donc, c'est un modèle qui est fondé sur les capacités humaines. C'est un modèle qui va être fondé sur, au fond, la capacitation et la résilience. Si on s'y prend bien, ça n'empêche absolument pas d'aller vers une belle maîtrise des algorithmes et des IA. Ça n'empêche absolument pas de faire un travail considérable sur les réseaux. Mais à l'arrivée, c'est s'assurer en fait que l'humain garde la maîtrise, en fait. On est capable à chaque fois de refaire du do-it-yourself. Voilà, vous posiez la question de la dépendance, c'est un petit peu là que je veux en venir. En situation de crise, dans certains cas, on va trouver un numérique en bon état qui va nous rendre, comme ça a été le cas pour une partie d'entre nous pendant le confinement, d'immenses services. Et dans d'autres cas,
le numérique a plutôt servi à la dépendance au lointain, par exemple au fait d'aller passer des commandes sur des grandes plateformes mondiales qui vont nous livrer, etc. Et qui, dans des situations où ils ne nous livrent pas, on a aussi besoin d'un numérique qui va servir l'échelon local. À certains moments, on construit des systèmes techniques qui vont être dépendants du big data en temps réel. Il y a des moments où il n'y aura juste pas le big data en temps réel. Donc si nous n'y prenons pas garde, si on ne prévoit pas d'emblée le mode dégradé, le mode simplifié, le mode bricolable du numérique, la bricolabilité va devenir une condition cardinale pour tout un ensemble de dispositifs qui sont entre les mains des gens ou des petites structures. Vous citiez l'Afrique aussi pour la ville du futur. À quoi elle ressemblerait, cette ville du futur idéale, selon la FIG et Jacques-François Marchandise? En fait, ce à quoi elle ne peut pas ressembler, ça a déjà été analysé par de nombreux auteurs, elle ne peut pas ressembler à une machine. Ce qu'on raconte très souvent dans les modèles caricaturaux de la Smart City, mais c'était parti comme ça, Songdo, etc. New Songdo, c'était vraiment cette histoire-là qui nous était racontée, entre autres. C'est une ville machinique parfaitement fonctionnelle et parfaitement sous contrôle. Et plein de petits robots qui s'occupent de tout. Voilà. Et les analyses qui avaient été faites, notamment par la sociologue Saskia Sassen, montraient que à New Songdo, en fait, pour que ça fonctionne, il faut la ville d'en face, qui, elle, est complètement désordonnée, et où vivent les travailleurs précaires et pauvres qui construisent la ville de l'autre côté du fleuve. Et on va le trouver partout, de la même façon que quand on va regarder, comme le fait Casili, les intelligences artificielles aujourd'hui, on va voir qu'il y a des humains derrière qui sont cachés pour éduquer les IA. Et voilà. Et donc, la ville de demain, moi, j'espère qu'elle est plus urbaine. J'espère qu'elle est aussi plus inclusive. C'est-à-dire que potentiellement, nous avons des énormes écueils pour la ville numérique de demain, qui sont des écueils d'accroître les segmentations, d'accroître les communautés privées, d'accroître les gated cities, etc., comme on dit. Donc, les questions d'inclusion numérique sont des sujets sur lesquels on travaille beaucoup à la FINC depuis 20 ans et qui sont mon sujet de recherche principal à l'origine, sont des choses qui peuvent être complètement aggravées dans une ville de demain qui est une ville des capteurs, des compteurs, des péages, des pesages et au fond de tout un ensemble de contrôles, parfois pour des raisons importantes, ça va être le cas pour les villes face à leurs contraintes écologiques, mais potentiellement, ça peut vraiment aller beaucoup plus loin sur une ville des riches, une ville des pauvres. Alors, vous avez aussi lancé à la FIG un programme à destination des décideurs, je crois, des managers, qui s'appelle Reset for Executive. Sur quoi vous les faites travailler ? En fait, pour se poser la question qu'on pose dans Reset, c'est-à-dire dire le numérique qu'on veut et chercher des impacts à court moyen terme, on a inventé une méthode qui consiste on l'a inventé et emprunté, on n'invente pas de zéro, qui consiste à mettre en place ce qu'on appelle des coalitions d'acteurs hétérogènes, c'est-à-dire mettre autour de la table, non pas tous les gens sympas qui veulent un numérique écologique, mais des acteurs qui vont représenter 3 piliers, l'offre, les gens qui font le numérique, la commande, les gens qui investissent, les grands commanditaires ou les stratégies publiques, et les usages, donc aussi bien les consommateurs que les citoyens, que les contre-pouvoirs, etc. Et on considère qu'en faisant cet assemblage, on crée des meilleures conditions pour avoir des objectifs de court terme ou de moyen terme négociés, vers lesquels tout le monde va œuvrer, au lieu que des petites chapelles de convaincus, essayer de convaincre les convaincus. Donc, c'est apprendre à travailler ensemble dans un écosystème très hétérogène. Et voilà, et en considérant qu'il ne suffit pas d'avoir raison ou de montrer ses muscles pour construire le monde de demain, qu'il va falloir mettre en place ces coalitions, et en échangeant avec des décideurs, en échangeant aussi avec des chercheurs et avec des écoles comme le M Lyon, l'école de management, on se rend compte qu'il y a un potentiel du côté des stratégies des organisations aujourd'hui, qui est de dire, en face des impasses et des incertitudes du futur, c'est un choix stratégique qui est important à travailler. Donc, en fait, ce sur quoi on travaille dans Reset for Executive, c'est de se dire comment est-ce que cette modalité-là devient
une modalité de stratégie des organisations. Donc on essaie de le travailler avec eux, de le documenter, de créer aussi des capacités à le faire dans une logique qui va être une logique de certificat, qui peut être une logique de formation-action, etc. Pour essaimer. Pour essayer. Alors très rapidement, on ne va pas trop s'étendre dessus parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais moi ça m'intéresse de savoir ce que pense la Fondation Internet Nouvelle Génération, de la nouvelle génération de réseaux mobiles, la 5G. Alors, on en pense beaucoup de choses, on travaille sur cette question, etc. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est pas de dire pour ou contre la 5G, c'est de dire identifions le symptôme de cette revendication assez forte de tout un ensemble de pans de la société, de plusieurs villes du monde, etc. En disant mais stop, moratoire, on en parle, on a besoin de faire des choix autour de ça. Et l'incompréhension, parfois extrêmement agressive, de tout un ensemble d'acteurs du numérique qui disent qu'est-ce que c'est que ces gens, ils n'ont rien compris, etc. L'industrie explique, mais c'est un problème industriel en fait. On en a besoin, nous, pour travailler. C'est ça, l'industrie explique que c'est un problème industriel. Les gens des techs expliquent attendez, vous n'allez pas systématiquement mettre en débat tous les choix d'amélioration technique. Et derrière ça... c'est pas une technophobie de la part des Français, selon vous? Alors, je pense que c'est aujourd'hui ce qu'on entend, c'est ceux qui parlent fort, qui sont les 5% des plus radicaux de part et d'autre. Et on est dans une situation de non-débat, on est dans une situation de confrontation, de dialogue de sourds, où ne se pose pas assez la question, mais qu'est-ce que nous aurions à débattre et quels sont aujourd'hui nos espaces de choix possibles? Potentiellement, les choix autour des réseaux mobiles de demain, si on en débattait vraiment, on est plus en état de débattre de la 6G. Et si on avait à se poser, parce qu'il est encore temps, on va dire, discuter avec les opérateurs qui construisent ces échanges-là, ces consortiums et autres, et puis il y a d'autres marges de manœuvre, et il y a des questions importantes. Par exemple... Alors, quelles questions on n'entend pas suffisamment bien face à cette levée de bouclier sur la 5G? Une partie, c'est pas fortuit si ce sont des acteurs territoriaux qui sont en train de placer la barre au niveau de nous voulons un débat, nous voulons des choix. D'une part parce qu'ils sont proches des citoyens et que potentiellement ils ont en début de mandature pour les villes en plus en France, ça compte évidemment, mais d'autre part aussi parce que les réseaux mobiles arrivent sur le territoire en étant structurant pour le territoire. Le fait que les acteurs territoriaux ne soient pas, aient l'impression de ne pas avoir de choix sur où ça s'implante, comment ça couvre, à quoi ça sert, etc., mais que ça leur arrive comme une météorite technique avec une injonction du marché. Donc ça veut dire, on existe, on a notre mot à dire, il faut prendre en compte ce qu'on pense, nous, ce qu'on veut et quel numérique on veut pour demain. Ce qu'ils ont déjà fait, d'une certaine façon, sur le haut débit et très haut débit. Merci beaucoup, Jacques-François Marchandise, délégué général de la FIG, pour cette interview long format. Nous, juste après la pause, on a rendez-vous avec les étoiles. Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et Cécilia Sévry, notre passionnée d'astronomie, nous a rejoint pour son rendez-vous dans l'espace. Alors aujourd'hui, bonjour Cécilia. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'une étoile que nous connaissons bien. Oui, je vous parle de l'étoile du Nord. Vous savez, elle est très connue, mais on ne sait pas qu'elle a encore plein de surprises à nous révéler. Pour commencer, celle qu'on appelle l'étoile du Nord s'appelle en réalité l'étoile polaire. On l'appelle aussi Polaris, et son nom d'étoile, c'est Alpha Ursae Minoris. En plus, l'étoile polaire a une particularité, elle n'est pas toute seule, c'est une étoile binaire, précisément une binaire astrométrique. Sa compagne est nommée Polaris B, et l'étoile polaire, c'est celle qui marque, évidemment, la position du nord céleste. Le nord céleste, c'est la projection dans le ciel du nord terrestre, du pôle nord terrestre. Elle se situe dans le prolongement de l'axe de rotation de la Terre. Du coup, depuis la Terre, elle apparaît complètement immobile, contrairement aux autres étoiles qui nous donnent l'impression de tourner, puisqu'en fait, nous tournons nous-mêmes, c'est la Terre qui tourne. Et l'actuelle étoile polaire, Alpha Ursae Minoris, est une étoile située à 430 années-lumière de la Terre. Vous dites l'actuelle. Oui, je dis l'actuelle. En fait, figurez-vous qu'Alpha Ursae Minoris, pour le répéter, n'est pas
l'étoile du Nord pour toujours. Et c'est là la première surprise que nous réserve l'étoile du Nord. Elle ne changera pas de position. En fait, c'est nous qui allons un petit peu dévier. Et ainsi, on va déplacer le pôle Nord céleste. Voilà. Alors expliquez-nous, parce que la Terre, elle tourne, elle, de manière constante. Oui, tout à fait. Elle tourne, mais elle a un petit défaut de fabrication. La Terre, elle n'est pas tout à fait ronde. En réalité, elle est un tout petit peu aplatie. En fait, c'est ce qu'on appelle un bourrelet équatorial. Résultat, l'axe de rotation oscille légèrement, un petit peu comme une toupie. Vous le voyez sur les images. C'est un petit peu comme une toupie. Et cette oscillation se produit seulement tous les 25 900 ans. C'est assez précis. À ce moment-là, le pôle Nord céleste change donc de position. Il se décale un petit peu autour du pôle Nord terrestre. Et c'est ce qu'on appelle la précession de l'équinoxe. Plusieurs étoiles, du coup, au fil de l'histoire, se partagent le titre d'étoile polaire. Et comment on repère cette étoile polaire ? Alors, d'abord, il faut savoir que l'étoile polaire, c'est pas la plus brillante dans le ciel. On la confond souvent avec Vénus, qui brille beaucoup plus, celle qu'on appelle l'étoile du Berger. Exactement. Pour trouver Polaris, alors il faut chercher la grande ours, vous savez, en forme de casserole. On prend la tête. On aligne ces deux étoiles de la tête et on va jusqu'à rejoindre la petite ours. Et là, au bout de la queue de la petite ours, on va trouver Polaris, justement, cette étoile du Nord. En fait, de tout temps, on a su la repérer et l'utiliser pour se guider les navigateurs d'abord, qui l'appellent Stella Maris, mais aussi les grands voyageurs dans le désert, les aventuriers sur la route de la soie. Tous se sont transmis de génération en génération la position de cette étoile dans le ciel. En se fiant à elle, ils pouvaient ainsi connaître à la fois la direction à prendre, mais aussi leur propre position sur le globe. Par exemple, si vous la voyez un peu plus bas, au-dessus de l'hémisphère nord, au-dessus de l'horizon nord, c'est que vous vous rapprochez de l'équateur. Et si au contraire, elle est de plus en plus haute, c'est que vous vous rapprochez, vous marchez vers les hautes latitudes. Alors, en introduction, moi j'ai parlé de l'étoile du Nord et de ses mystères, mais on imagine qu'on la connaît quand même très bien, cette étoile. On la connaît très bien, je l'ai dit, elle fait partie de notre histoire depuis très longtemps, mais en réalité, il y a quand même des choses un petit peu déconcertantes. En tout cas, les scientifiques sont un petit peu déconcertés. Pourquoi ? Parce que les différentes méthodes employées par les chercheurs pour déterminer la taille de cette étoile ont donné des résultats peu cohérents. En fait, on a deux résultats. D'abord, l'une des méthodes employées s'appuie sur un modèle tout à fait classique d'évolution stellaire. En observant la luminosité, la couleur, le taux de pulsation, normalement on obtient une masse et une taille d'étoile. Avec cette étude, on a obtenu comme résultat 7 fois la masse du Soleil. Ce serait donc la taille de Polaris. Mais problème, en utilisant les analyses d'observation du télescope Hubble plus la loi de la gravité de Newton quand même, on arrive à un tout autre résultat qui est 0,75 fois la masse du Soleil. Donc on a un chiffre de 7 fois la masse du Soleil et un chiffre de 0,75 fois la masse du Soleil. Donc c'est une différence énorme qu'on ne s'explique pas tout à fait. Polaris B en plus, vous savez, c'est sa jumelle qui gravite autour d'elle, en fait a l'air beaucoup plus âgée que l'étoile polaire. Et ça aussi, c'est une anomalie qu'on ne s'explique pas encore. Aucune explication vraiment sur ces résultats peu cohérents ? Non, alors il y a peut-être un scénario éventuellement qui serait lié à la différence d'âge avec Polaris B. Ce scénario, ce serait qu'il y aurait eu une collision stellaire il y a très longtemps sur Polaris. Et ces étoiles qui naissent en fait de telles collisions ne correspondent pas tout à fait au schéma d'évolution d'étoiles stellaires classiques, donc on aurait choisi la mauvaise méthode finalement pour l'analyser. Ça pourrait être un élément de réponse. Pour les scientifiques, c'est peu probable, mais c'est pas impossible. Voilà. Donc en résumé, si on la connaît depuis toujours, on a toujours beaucoup de mal à l'analyser et à l'identifier réellement. Et c'est un vrai symbole, cette étoile du Nord. On la retrouve sur le drapeau de l'État de l'Alaska. Exactement. Alors il y a une petite histoire derrière ce drapeau de l'État de l'Alaska. Elle est en compagnie de la grande ours, puisque c'est celle qui sert à la repérer. Ce drapeau a été adopté en 1927 à la suite d'un concours remporté par un enfant de 13 ans, figurez-vous. Il s'appelle Benny Benson et il a justifié la présence de l'astre ainsi. L'étoile polaire représente le futur État de l'Alaska, État de l'Union le plus au nord.
C'est très joli. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous d'avoir suivi Smartech. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi, ces nouvelles découvertes et réflexions sur le numérique. On va conclure avec 4 jeunes pousses dans le Lab Startup. La semaine prochaine, c'est Eva Bensadi qui présentera Smartech. Et moi, je vous retrouve vendredi prochain pour une grande interview surprise.